Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 34 dans vos notes de cours portant sur l'interprétation des quartiles. Donc, on va voir comment on peut interpréter des données ou des mesures à partir d'un diagramme de quartile. Si on regarde l'exemple suivant, donc on a un diagramme qui représente une distribution et on va pouvoir le déduire certaines mesures ou valeurs à partir de ce diagramme-ci. Donc tout d'abord, on peut déterminer le minimum de la distribution puisque le minimum se trouve toujours à notre première barre verticale et donc dans ce cas-ci, le minimum serait de 110. On peut aussi déduire notre maximum. Dans ce cas-ci, c'est notre dernière barre verticale. Donc, dans ce cas-ci, le maximum est 143. On peut aussi déterminer le premier quartile, la médiane et le troisième quartile de notre distribution. Donc, le premier quartile se trouve donc à être la première barre de notre rectangle. Et dans ce cas-ci, c'est 111,5. La médiane, bien, c'est toujours la valeur où se trouve notre barre à l'intérieur de notre rectangle, donc celle qui sépare la première moitié de la deuxième moitié de notre distribution. Donc, dans ce cas-ci, la médiane est 123. Le troisième quartile se trouve toujours à être la valeur vis-à-vis la dernière barre verticale de notre rectangle et dans ce cas-ci, c'est 129. On peut à partir de ce diagramme-ci aussi déterminer des mesures de dispersion. Donc l'étendue de la distribution, c'est le maximum moins le minimum et donc il est de 33. Donc 143 moins 110. On pourrait aussi déterminer l'étendue interquartile, donc la différence entre entre Q3 et Q1. Donc, dans ce cas-ci, elle serait de 17,5. On peut aussi déduire donc où est-ce que nos données sont concentrées, où est-ce qu'elles sont le plus dispersées. Donc, si on se souvient bien, plus l'étendue de notre corps est petit, plus les données seront concentrées ou condensées. Donc, dans ce cas-ci, l'étendue le plus petit pour un corps se trouve à être cette étendue-ci, donc on le voit visuellement. C'est donc dans le premier quart que nos données sont le plus concentrées. Visuellement, bien, plus notre corps va être petit, donc le moins large des quatre, c'est là où nos données vont être le plus concentrées. Le corps où nos données vont être le plus dispersées, bien, c'est le corps où on va y retrouver l'étendue le plus grand pour un corps, ou ça va être l'étendue, le corps en fait, le plus long dans notre diagramme. Et dans ce cas-ci, c'est le quatrième quart qui va avoir les données les plus dispersées. Ensuite, à l'exemple suivant, donc c'est une ancienne question de fin d'année, donc super important là, de bien la comprendre. Donc, on dit que les diagrammes de quartiles ci-contre représentent les résultats de 2 groupes d'élèves lors d'un test de français. Les groupes comprennent 28 élèves chacun et la note de passage était de 60%. On veut savoir dans quel groupe y a-t-il eu le plus d'échecs. Si on regarde nos 2 diagrammes, donc on a le premier au-dessus qui représente le groupe A et le deuxième qui représente le groupe B. Si on regarde où se trouve la note de passage, elle est de 60. Donc, c'est-à-dire que tous les élèves qui se trouvent avoir une note inférieure à 60 sont en échec. On peut déterminer lequel des 2 groupes va avoir eu le plus d'échecs. Donc, si on regarde, si on analyse là, le diagramme du groupe A, et on remarque que c'est cette portion-ci des élèves qui se trouvent à être en échec, alors que dans le groupe B, c'est cette portion-ci plus cette portion-ci. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que plus de 25%
des élèves sont en échec dans le groupe B, alors que moins de 25% des élèves du groupe A sont en échec, puisqu'on retrouve encore ce nombre-ci. Donc, on n'a pas un quart complet qui se trouve en échec, tandis que dans le groupe B, c'est 25% plus cette portion-ci. Et donc, dans ce cas-ci, le groupe où il y a eu le plus d'échecs, bien, c'est dans le groupe B. Si on passe à la page suivante, donc on a encore une fois un diagramme qui nous est illustré, puis on va avoir à répondre à quelques questions. Donc tout d'abord, on veut savoir quel est le minimum. Donc le minimum, c'est la valeur vis-à-vis ma première bande verticale, et dans ce cas-ci, mon minimum est de 45. On veut savoir c'est quoi la valeur du premier quartile, donc je vais regarder où se trouve, donc quelle est la valeur de ma première barre verticale, ma deuxième barre verticale ou le premier côté de mon rectangle, et dans ce cas-ci, c'est 50. Ensuite, où se trouve Q2 ou la médiane de ma distribution, bien, elle se trouve vis-à-vis ici, donc à 70. Quel est le maximum de ma distribution? Bien, je viens observer la dernière barre verticale à l'extrémité droite de mon diagramme et je vois que c'est à 95. Ensuite, on veut calculer l'étendue de la distribution. Donc, l'étendue, c'est toujours le maximum, donc la plus grande valeur moins la plus petite, donc le minimum. J'obtiens que mon étendue est de 50. Ensuite, pour l'étendue interquartile, bien, je viens déterminer donc la différence entre Q1 et Q3. Et dans ce cas-ci, j'obtiens que l'étendue interquartile, elle est de 30, donc de 80 moins 50. Ensuite, on a quelques vrais ou faux à répondre. Donc, premièrement, est-ce qu'on peut dire que la moitié des élèves ont une note supérieure à 70? Donc, on va venir regarder où se trouve la moitié des élèves. Donc, la moitié de ma distribution se trouve ici. Puis, j'observe qu'elle est vis-à-vis 70. Donc, la moitié des élèves ont effectivement eu une note supérieure à 70%, puisque c'est 50% des élèves qui ont plus de 70%. Ensuite, on nous dit la moitié des élèves ont un résultat entre 50 et 80%. Donc, est-ce que j'ai bel et bien que la moitié de mes élèves se trouve entre 50 et 80? Bien oui, j'ai 50%, donc c'est vrai. Ensuite, on nous dit 2 élèves ont obtenu 100%. Bien, si je regarde mon diagramme des quartiles, j'ai que mon maximum, en fait, là, est 95. Donc, c'est faux. J'ai aucun élève qui ont eu 100%. On me dit ensuite, il y a 30 élèves dans cette classe. Bien, c'est faux. Donc, j'ai pas 30 élèves, mais j'ai bien un étendu interquartile là, de 30. Ensuite, on nous dit que 15% des élèves ont une note supérieure à 90. Donc, si j'observe mon diagramme, bien, je vois là, que 90, c'est ici. 95 est ici. Donc, je vois que c'est moins de 25% là, des élèves qui ont eu une note supérieure à 90%. Mais est-ce que je peux le déterminer, le nombre ou le pourcentage? Eh bien non. Donc, comme pour le nombre d'élèves, je ne peux pas déterminer un pourcentage autre que vraiment les quarts ou les par bond de 25 ou la moitié, par exemple. Ensuite, quelle est la moyenne du groupe? Bien, en fait, c'est très simple. Avec un diagramme de quartile, on ne peut tout simplement pas le savoir. Donc, on ne peut pas déterminer la moyenne avec un diagramme de quartile. C'est une des limites que l'on a avec ce type de diagramme. Ensuite, à l'exemple 3, on dit le diagramme de quartile suivant correspond à une distribution qui contient 17 données.
indique si chacun des énoncés relatifs à cette distribution est vrai ou faux. Et quand l'énoncé est faux, là, on veut le corriger. Donc, à l'énoncé, on nous dit que le troisième quart est celui qui contient le moins de données. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est faux. Et pourquoi? Bien, en fait, là, même si mon troisième quart, donc celui-ci, est celui là, qui est le moins long, que la moins grande largeur, le nombre de données qui se trouvent dans chacun des quarts est le même. Donc, tous les quarts contiennent le même nombre de données. Donc, c'est faux. Ensuite, on nous dit qu'il est certain que la quatrième donnée est 51. Donc, dans ce cas-ci, c'est faux. En fait, c'est la moyenne de la quatrième et cinquième donnée qui est de 51. Puisque si on regarde le rang pour mon premier... Si on regarde le rang pour mon premier quartile, bien, comme j'ai 17 données, donc je vais avoir en divisant mon ensemble de 17 données en deux, je vais obtenir deux sous-ensembles qui contiennent chacun 8 données. Et je vais avoir ma 17e donnée ici. Pas ma 17e, mais ma donnée du milieu, là, donc la 9e. Donc, si je calcule le rang pour mon premier quartile, bien, j'obtiens là, que le rang, c'est 8 plus 1 sur 2. Donc, 4,5e donnée. Donc, le premier quartile correspond à la 4,5e donnée, donc à la moyenne de la 4e et de la 5e donnée. Ensuite, à la lettre C, on dit qu'il est certain que la donnée 58 fait partie de cette distribution. Eh bien, c'est vrai, puisque j'ai 17 données, donc j'ai un nombre impair de données. Donc, ma médiane ou mon deuxième quartile va être la valeur de la donnée du milieu, donc la donnée centrale. Ensuite, on dit que les données sont plus concentrées dans le premier quart que dans le quatrième quart. Eh bien, c'est vrai. Si je regarde là, visuellement, mon premier quart est moins large que le quatrième. On pourrait aussi calculer l'écart du premier quartile et du quatrième. On verrait là, que l'écart est plus petit pour le premier quart. Ensuite, on nous dit que le deuxième quart contient 4 données. Bien, si j'ai 17 données, donc je suis au milieu à la 9e, donc ainsi de suite. Mon deuxième quart est ici. Si je viens scinder en deux ce sous-ensemble-ci, bien, je viens le scinder comme ceci. Et donc, mon deuxième quart contient bel et bien 4 données. Donc, dans ce cas-ci, c'est vrai aussi comme énoncé. Donc, ce qui est à retenir avec le dernier exemple que l'on vient de faire, donc quand on nous dit qu'on a 17 données, ça peut être une bonne idée là, de venir, si on est plus visuel, donc tout simplement là, écrire là, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à temps qu'on ait les 17 données et de venir là, tout simplement valider est-ce que mon premier quartile va faire partie de ma distribution, le deuxième, troisième et ainsi de suite. Donc, de la sorte, là, ça nous permet de bien analyser chacun des énoncés là, qui parlaient de, comme par exemple à l'énoncé B, là, où on voulait savoir si c'était certain que 51 faisait partie de notre distribution. Là. Donc, c'est un petit truc comme ça que vous pouvez utiliser pour vous aider là, si vous êtes plus visuel comme moi pour déterminer si des énoncés sont vrais ou faux. Donc, voilà pour les 3 premiers exemples sur l'interprétation.